Jafflin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, ancien diplomate, vous êtes surtout philosophe. Nous vous avons découvert avec un très remarqué éloge de la gentillesse il y a quelques années. Vous venez de sortir aux éditions Plomb une apologie de la punition, titre très surprenant, sujet très surprenant. Vous êtes infondé pour donner une conférence au titre encore plus surprenant, La gentillesse, la foi et la morale fabriquent-elles de crétins? Mais qu'est-ce que c'est qu'une fabrique de crétins? Alors, il y a le titre d'un livre connu de mon collègue Brigelli qui disait que l'école marchait plus et qu'elle fabriquait des crétins. Mais là, je sens que dans le titre qu'on m'a imposé et qu'on m'a proposé et que j'ai accepté et que je viens vendre en Vendée, en quelque sorte, est marqué par l'ironie. C'est qu'on a l'impression que toutes ces valeurs désuètes que j'essaye de raviver fabriquent le contraire de l'intelligence. Et moi, je montre qu'il y a dans la gentillesse, qu'il y a dans la morale, qu'il y a même dans la punition, l'objet de mon dernier livre, de l'intelligence, de la douceur et donc de l'amour. Et donc ça, c'est un message nouveau, c'est plus à la mode, je vous l'accorde, mais en fait, on pratique en sous-main la punition, la gentillesse, et le fait de les mettre en valeur rendre les gens plus confiants d'eux-mêmes dans leurs gestes, dans leurs attitudes, et même peut-être dans leur vocation d'être humain. D'ailleurs, quand l'éloge de la gentillesse, votre livre avec lequel je vous ai découvert moi, en tout cas, est sorti, c'est vrai que c'était un sujet qui était très surprenant, mais finalement, depuis, c'était il y a 3-4 ans. Oui, c'est sorti en 2010. On fait du chemin. Alors, elles n'ont pas fait du chemin grâce seulement à mon livre, puisque Psychologie Magazine a eu l'initiative avant moi de lancer la journée de la gentillesse le 13 novembre. Et c'est un ami éditeur qui m'a dit « Est-ce que tu veux écrire sur la gentillesse ?» Et je lui ai dit « Moi, vivant, jamais ». Et puis, m'intéressant à l'histoire, je m'y suis passionné et j'ai fait une philosophie de la gentillesse qui vient à la fois en contrepoint, mais en même temps appuyer cette initiative de revitaliser des vertus désuètes. Mais être gentil, c'est pas n'importe quoi, c'est faire œuvre d'intelligence, c'est être en empathie avec autrui. Et puis, c'est une morale impressionniste qui procède par petites touches, c'est des petits gestes par-ci, par-là. C'est pas des grandes morales impressionnantes qui vous culpabilisent quand vous ratez le coche. Donc voilà pourquoi la gentillesse a bien marché, parce que dans un monde qui est totalement désarticulé, se dire que par petits gestes, on arrive à construire notre humanité, nos relations sociales et notre affectivité, ça plaît aux gens. Ça fait limite discours de psy, là, non? Mais non, pas du tout, parce que ce que je dis, c'est que les psys vendent du bien-être et moi, je donne de l'être. Donc, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais chacun choisit sa crèmerie. C'est-à-dire que celui qui se sent plus dans le mal-être et qui veut aller vers le bien-être va vers un psychologue, et celui qui quête la sagesse va aller voir un philosophe. Ouais. C'était une provocation, évidemment, avec les psys, parce que vous avez évoqué Psychologie Magazine et que on lit souvent, de plus en plus souvent, des articles de psychiatres qui, suite à des recherches scientifiques, arrivent un peu au même résultat que vous, c'est-à-dire que la gentillesse peut soigner le mal-être de l'homme moderne, que la foi, j'en sais rien, mais parfois la punition aussi. Mais moi, je vous interromps, pas pour vous punir, mais pour vous dire qu'en fait, dans la vie, quand il nous arrive quelque chose de dramatique, on a 3 solutions. On a la vieille solution qui marche et qui marchera toujours, c'est la religion. On a la solution la plus moderne, qui est la psychologie, qui marche aussi, puisqu'on va exprimer finalement sa détresse et ses besoins à quelqu'un qui nous écoute et qui nous donne des solutions pour avancer sur le chemin de la survie et parfois du bonheur. Et puis il y a la philosophie, qui est un truc qui est très élitiste, très rare, qui est né dans l'Antiquité chez les Grecs, qui s'enseigne dans un pays au monde, à savoir la France dans le secondaire, mais qui permet aux gens de trouver un chemin justement qui est parallèle à celui de la psychologie et de la religion. Donc à chacun son chemin, tous mènent à Rome, en tout cas tous mènent à l'être et au bonheur d'être plutôt que de disparaître. Mais pourquoi vous dites que la religion ça a marché et ça marchera toujours? Parce que dans le mot religion, il y a l'idée de relier. Donc la religion, c'est un métier à tisser des relations humaines. Contrairement à le discours que tiennent les gauchistes, les gens très extrêmes, les rationalistes aigus, les positivistes, les scientistes, la religion, c'est vraiment un tapis pour l'humanité qui permet de donner confiance en soi. Donc la religion, ça marchera toujours parce qu'on est accueilli dans un endroit particulier, qui est un temple, une église, une mosquée, une synagogue, peu importe. Mais c'est un lieu dans lequel on retrouve peut-être le ventre de la mer, alors là je parle peut-être plus comme un psy, mais aussi où on trouve un chemin, et un chemin qui est celui de l'élévation et pas celui de l'abaissement, du suicide, de la déprime, du burn-out, etc. Et on va dire un mot, évidemment, on a très envie de savoir, et on ne le saura pas en seulement 12 minutes, quelle est la réponse que vous donnez à cette question
on le sent un peu déjà. Est-ce que la religion, la gentillesse, la foi, la punition fabrique-t-elle des crétins? Mais c'est un peu trop vaste pour le réduire et résumer en 12 minutes. On va parler un peu de la punition, justement, parce que le titre, j'ai vu, pas plus tard qu'hier soir, un documentaire d'envoyé spécial sur la maltraitance. Et quand j'ai commencé votre livre, j'avais, il faut vous le dire, un peu de mal à lire une apologie de la punition aussitôt après. Et vous faites un livre très intéressant. Parce que ce n'est pas ce qu'on peut penser de premier abord. Non, du tout. Et je vous rappelle que maltraitance, ça commence par un M, punition par un P, c'est pas du tout le même mot. La maltraitance, c'est pas du tout une punition, c'est un excès de violence sur un enfant en général, puisque vous parlez de la maltraitance des enfants, et c'est plutôt une manière, alors les psy diraient... Je pensais aussi à la maltraitance psychologique, pas seulement à la base. Ah oui, entre adultes aussi. Oui. Oui, alors on peut parler des manipulateurs, des pervers narcissiques, mais toutes ces catégories sont psychologiques. Moi, si je veux repenser la punition, c'est parce que je pense qu'elle ne l'a pas été. Et comme j'ai enseigné 2 ans en prison, à des détenus qui étaient des criminels de grand chemin, en tout cas des gens qui avaient beaucoup fait souffrir et qui souffraient à leur tour, je me suis aperçu que la prison n'était pas une punition. Alors, elle devient l'universel pénal, le modèle même de toute punition. Autrefois, on enfermait les gens dans un placard parce que c'était une petite prison à petite échelle, mais en réalité, la prison, elle est le fruit d'une histoire. Nos sociétés se sont adoucies, elles sont devenues plus molles, elles ont peur de leur ombre, et en même temps, elles croient faire le bonheur des gens en excluant la torture, la peine de mort, et on a gardé la prison par reste. Je ne suis pas du tout pour réhabiliter la torture et la peine de mort, je pense que c'était de très bonnes choses de faire ça. Mais en éliminant ces 2 mesures excessives pénales, on a laissé la prison, faute de penser l'essence de la punition. Et l'enjeu de ce livre, c'est de se dire, qu'est-ce que punir? Et pour moi, punir, c'est pas désintégrer, ce qu'on fait avec la prison, c'est montrer à l'individu qu'il a commis une faute, lui donner le chemin et une solution, et le garder au sein de la société. Donc c'est tout le contraire de l'exclusion que pratique la prison. Et je me suis inspiré de sociétés amérindiennes et océaniques pour montrer que dans ces sociétés-là, quand quelqu'un commet une infraction, un délit ou un crime, ces nuances n'existent pas toujours, on le garde au sein de la société. La société le prend en charge immédiatement. Alors que nous, on commence par un procès dans lequel, finalement, les jurés vont choisir lequel des 2 est le meilleur avocat. Et ce qui importe, c'est pas la vérité, mais la vraisemblance. Et puis ensuite, s'il perd, on le met en prison. Et en prison, il n'y a aucune solution ni aux morts qui a disparu, ni à la personne qui a commis le crime et qu'on a enfermé. Donc je propose des solutions alternatives à la prison, mais pas pour remplacer la prison, pour repenser l'essence de la punition. Qu'est-ce que punir? C'est un acte d'amour qui nous achemine vers le pardon. Ce serait une bonne conclusion, mais je ne peux pas m'empêcher de rappeler d'abord une chose que vous rappelez dans le livre, qui est vraie, que là en prison, on met ensemble et celui qui a volé des trucs, et celui qui a violé, et la mère qui a tué son enfant, c'est vrai, et les jeunes gens tout jeunes. Mais d'un autre côté, on a du mal à comprendre aussi comment les garder dans la société comme dans votre société amérindienne. Comment les intégrer dans la société en repensant et comment repenser déjà en ne cherchant pas à les désintégrer, mais en acceptant ce qu'on ne veut plus faire dans notre société, à les humilier. On ne veut plus humilier personne, mais en fait l'humiliation intervient après le procès. Parce que quand vous allez en prison, là, vous voyez que l'humiliation a lieu, qu'elle est tolérée par la République, mais elle est tolérée dans l'ombre. Donc on a un discours très victimaire ou très droit de l'homme, empreint de dignité, qui nous fait dire chaque être humain doit être respecté. Donc le criminel, il est protégé au tribunal, il a un avocat, il a un juge, il a des policiers qui le protègent. Et puis en même temps, après, on va le mettre à l'ombre pendant des années. Et là, l'humiliation, elle est féroce et elle détruit l'homme. Donc l'idée, c'est plutôt qu'au cœur de la punition, il y ait l'humiliation, pas au sens où on exerce une violence sur lui, mais au sens où on comprend que celui qui a commis un crime a abusé de son pouvoir, s'est placé au-dessus des autres pour prendre un objet, pour prendre un corps, pour prendre une vie. Et donc cet excès de pouvoir, on le réduit en le ramenant à une position infantile, et ensuite on lui redonne sa place dans la société une fois qu'il a compris, et ça il faudra prendre du temps et d'autres mesures, un autre dispositif pénal, pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait l'a pénalisé d'abord lui-même avant de pénaliser la victime, a pénalisé évidemment la victime, et qu'il a sa place et qu'il est attendu dans la société. Claude Lévi-Strauss oppose des sociétés anthropophages, des sociétés anthrophémiques. La première société, celle qui mange les êtres humains, et en fait elles sont beaucoup moins violentes que les nôtres qui ne les mangent pas, mais nous on les vomit les individus, c'est-à-dire qu'on les met en prison, on les rejette, on les exclut, on les bannit. Et cette manière-là montre qu'on n'a pas pensé ce que c'était que la justice, et du coup on n'a pas pensé
ce que c'était que la punition. Donc moi, je voudrais faire une démarche inverse. Au lieu de penser la justice d'abord et la punition mal, penser d'abord très bien la punition pour reformer notre système judiciaire et avoir une autre idée de la justice. Et dans la famille, quelles sont les limites de la punition? Ose-t-on encore punir aujourd'hui? Non, on n'ose plus. Il y a eu une émission il n'y a pas très longtemps qui montrait qu'au Danemark, un enfant avait pleuré quand on lui avait remis un 0 à l'école primaire. L'institutrice était allée lui demander pourquoi. Il avait dit parce que mon père va me mettre une fessée. Elle en avait parlé au directeur qui avait appelé les gendarmes, enfin les policiers, qui sont allés prendre le père, le mettre en prison, la mère avec un bracelet électronique et l'enfant coupé de la famille. Donc on n'ose plus. Alors en France, on ne légifère pas sur la gifle et sur la fessée, mais néanmoins, moi je connais plein de gens qui ne punissent plus, qui s'en vantent, qui le disent, et en même temps, je perçois un malaise derrière. Et mon idée, c'est que la punition, c'est un acte d'amour. Et qu'on est dans une société où tout est tellement contrôlé par l'État, tout est tellement contrôlé aussi par notre conscience, qu'on n'ose plus avoir ce geste d'intelligence affective ou d'intelligence émotionnelle qui fait que quand l'enfant a franchi une limite, eh bien on lui marque la limite par un geste, la gifle ou la fessée, peu importe. Mais c'est une forme d'intelligence et c'est un acte d'amour. Or aujourd'hui, on a peur de caresser son enfant parce qu'on risque d'être pris pour un pédophile et on a peur de lui mettre une fessée pour être accusé de maltraitance. Mais si l'enfant a commis quelque chose de mal, il va rencontrer dans cette limite à la fois un acte d'amour et en même temps quelque chose qui l'édifie et qui le construit. Donc voilà mon idée, c'est que punir, c'est montrer à l'enfant qu'on existe, qu'on lui indique un chemin à l'intérieur duquel il est aimé et dans lequel il peut s'épanouir. Voilà, pour en savoir plus, Apologie de la punition, Emmanuel Jaflin aux éditions Plomb. Merci infiniment Emmanuel Jaflin. Merci Aïda. Bonne conférence, bon séjour en Vendée. Merci.